quel rapport peut-on et doit-on instituer entre l'imagination et la raison pour échapper à la folie et atteindre la sagesse, enfin, autant que possible. L'imagination laissée à elle-même, surtout quand elle est de type mythico-religieux, et prétend à la refondation du bien vivre ensemble et personnel, ne rend-elle pas effectivement les hommes fous, en pensée comme en action, ainsi qu'en témoignent de façon effrayante les fous de Dieu d'aujourd'hui? Il s'agit alors, pour la raison, d'effectuer l'examen critique de l'imagination mythico-religieuse, pour en saisir certes les vertus, mais aussi et surtout les vices revenus du fond des âges, dans l'actuel retour du théologico-politique et même du théologico-éthique. Mais il ne s'agit pas ici de n'être vigilant qu'à l'égard, voire à l'encontre d'une imagination mythico-religieuse trop encline à la domination. Il s'agit d'être critique aussi à l'égard d'une fantaisie, d'une fantasia débridée sous prétexte de spontanéité, voire de créativité personnelle ou encore d'identité collective. Car il y a bien deux types d'imagination, comme Baudelaire lui-même y insiste après Paracelse, jusque dans le domaine de l'art. Je cite Baudelaire: « Par imagination, je ne veux pas seulement exprimer l'idée commune impliquée dans ce mot dont on fait si grand abus, laquelle est simplement fantaisie, mais bien l'imagination créatrice, constructive, qui est une fonction beaucoup plus élevée. » Baudelaire toujours, pendant l'époque désordonnée du romantisme, l'époque d'ardente effusion, on faisait souvent usage de cette formule, la poésie du cœur. On donnait ainsi plein droit à la passion. On lui attribuait une sorte d'infaillibilité. Combien de contresens et de sophismes peut imposer la langue française à l'occasion d'une erreur d'esthétique? Et Baudelaire conclut fermement: empiètement du sentiment dans le domaine de la raison, car le vent du siècle est à la folie. Fin de citation. Ce n'est donc que comme auxiliaire d'une raison critique et autocritique que l'imagination peut collaborer avec les autres facultés de l'esprit humain, à la recherche de la vérité, du bien, mais aussi du beau. Si effectivement l'imagination peut être puissance d'erreur et de fausseté, comme dit Pascal, elle peut aussi œuvrer à une connaissance objective vraie du monde, d'autrui et de soi, lorsque, en compagnie de la sensibilité et de la mémoire, elle est réglée par l'entendement et subordonnée à la raison. L'esprit humain œuvre alors à la synthèse du sensible et de l'intelligible, comme Descartes lui-même, c'est-à-dire le fondateur du rationalisme moderne, y appelle, je cite Descartes, « L'entendement seul, il est vrai, a le pouvoir de percevoir la vérité. Il doit pourtant se faire aider par l'imagination, les sens et la mémoire, afin de ne rien négliger de ce qui fait partie de nos ressources. » Fin de citation. Kant est encore plus précis lorsqu'il établit que c'est par la médiation d'une imagination réglée que s'opère cette synthèse du sensible et de l'intelligible par le biais de ce qu'il appelle le schématisme, que Baudelaire, encore, met au cœur de la création artistique, quand l'imagination se fait elle-même méthodique pour faire la synthèse, rappelons-nous, faire la synthèse du fond, le spleen romantique, ce sentiment tourmenté du siècle et surtout de la condition humaine, et de l'idéal classique, figuré ou stylisé par l'imagination rythmée et rimée d'une versification, chez Baudelaire, selon les règles de l'art.
Mais une telle synthèse imaginative des facultés sensibles et intelligibles de l'esprit humain et de leur création s'étend jusqu'au domaine de l'action morale et politique, par la médiation de ce que Kant appelle la pensée élargie, et que Rousseau déploie ainsi, je cite, « La pitié, bien que naturelle au cœur de l'homme, resterait éternellement inactive sans l'imagination qui la met en jeu. Comment nous laissons-nous émouvoir à la pitié? En nous transportant hors de nous-mêmes, en nous identifiant avec l'être souffrant. Nous ne souffrons qu'autant que nous jugeons qu'il souffre. Celui qui n'a jamais réfléchi ne peut être ni clément, ni juste, ni pitoyable. Il ne peut pas être non plus méchant et vindicatif. Pour mieux juger d'une telle synthèse, et enfin, revenons à Swann et Don Quichotte, qui souffrent tous deux du haut mal, comme on disait à l'époque, de la démence, puisqu'ils laissent trop librement cours à l'imagination folle et contagieuse. Oui, mais au sein de cette folie, une autre imagination travaille, l'imaginatio vera et creativa, qui leur permet à tous deux, Don Quichotte et Swann, de revenir chez soi, Don Quichotte, de revenir à soi et de rentrer chez lui plein d'usage et de raison, comme Du Bellay le dit d'Ulysse, et Swann qui passe de son amour-passion fou à un amour-action sage par la médiation de cette imagination créatrice et instruite par les œuvres d'art comme la sonate de Vinteuil et comme Don Quichotte était instruit par les romans de chevalerie.